l'institut. Oui, d'accord. Bonjour. Je vais être tranquille, douce ce matin parce qu'il est 8h25 et nous sommes vendredi. Il faut mettre le micro bien devant. Comme ça. Et là, Jacques, je vais faire quelque chose que je crois que Creative Mornings n'a jamais fait. Alors, comme c'est intime, on n'est pas beaucoup. Vous connaissez mon nom, moi je ne connais pas le vôtre. Alors, je vais faire le tour. Vous me donnez votre prénom seulement, OK? On fait ça comme ça, on va être vraiment plus rapprochés, d'accord? On se donne quoi? 3 minutes pour faire ça. Moi, c'est Martine, bonjour. Bonjour Martine, moi c'est Olena. Bonjour. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Enchanté, François. Bonjour. Bonjour Linda. Bonjour. Bonjour Martine. Martine, the best name. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Bonjour. Celle qui organise beaucoup. Karine. Bonjour. Hugo. Aurélie. Florence. Bonjour. Ok, vous êtes bon parce que vous êtes rapide. Myriam. Adalberto. Robin. Bonjour Fatima. Morgane. Bonjour. Nicolas. Pascal. Bonjour Pascal. Dominique. Bonjour Dominique. Edmund. Bonjour. Bonjour Martine, Bonjour. Jeffrey. Bonjour Jeffrey. Emmanuel. Salut. Bonjour. Bonjour. Arissa. Bonjour. Bonjour Maude. Maud. Bonjour. Bonjour Louise. Marie-Ève. Aldric. Ben oui. Bonjour, je fais le tour, j'oublie personne. Salut Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour Joël. Bonjour. Bonjour Sacha. Sacha. Votre nom? Mathurin. Bonjour. Bonjour Alexandra. Bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien de Nantes. Bonjour Megan. Bonjour. Bonjour, Aloïse Griffon. Olivia. Olivia. Daniela. Bonjour. Nicolas. Nicolas. On a presque fini. Rodrigo. Bonjour Nina. Bonjour. Olivier. Bonjour. Elisabeth. Bonjour. Rapid fire, on finit là. Jean-François. Jean-François. Sylvain. Bonjour. John. Jacques. Non, on n'a jamais fait ça. Bonjour. Eric. Eric. Daniel. Bonjour. Daniel. Bonjour. On a fini. Bonjour à tout le monde. All right. Alors, Jacques vous a présenté le baromètre. Il a pris beaucoup de mes talking points, mais c'est pas grave. Alors, c'est vrai que nous, depuis 25 ans, chez Edelman, on mesure la confiance. Et ce qui est assez unique, c'est-à-dire qu'on a plus de 60 bureaux à travers le monde. On a plusieurs éditions, évidemment, par marché. Et au Canada, c'est unique parce que nous sommes le seul pays à avoir 2 éditions. C'est-à-dire que depuis 25 ans, on mesure la confiance au Canada, mais depuis 11 ans, on mesure la confiance au Québec. Et pourquoi c'est important? Évidemment, on le sait, nous sommes différents, cultures différentes, sensibilités différentes. Et grosso modo, à chaque année, ce qu'on réalise, c'est qu'au Québec, on fait plus confiance aux institutions, ce qui est une très belle nouvelle. L'année dernière, pour la première fois au Canada, on a fait une édition spéciale, on a fait une édition pour mesurer la confiance dans les communautés autochtones. Et pour nous, c'était important parce qu'on travaille beaucoup avec les communautés autochtones et on savait que les chiffres allaient être absolument désastreux. Ils les étaient. Et pour nous, c'est important parce qu'on veut être capable de voir si, collectivement, on devient meilleur, si on devient des meilleurs partenaires de nos communautés autochtones. Alors, on va continuer à mesurer cette confiance pour voir est-ce qu'on est meilleur dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et ça nous permet, entre-temps, de mieux comprendre justement comment être meilleur. Nous avons différentes éditions à chaque année. J'en parlais à Jacques. Cette semaine, on a diffusé une édition spécifique sur l'industrie de la santé. C'est une industrie, particulièrement depuis la pandémie, qui a vu beaucoup de mouvements. Vous allez voir qu'on fait très confiance aux scientifiques. Ça me rassure. Alors, je ne voulais pas mettre trop de diapos, parce que je veux qu'on puisse se parler après, je veux qu'on puisse parler de l'actualité, qu'on mette l'actualité en contexte par rapport aux chiffres. Mais il y a des diapositives que j'ai mises, c'est des diapositives qui me brisent le cœur et qui, pour moi, on doit être meilleur. C'est-à-dire que je vais vous présenter les chiffres et si Jacques m'invite à nouveau dans 1 an, dans 2 ans, j'espère vous présenter de meilleurs chiffres. Alors,
On va commencer. Et puis, en plus, vous pouvez m'interrompre n'importe quand. Hein. Ça me dérange pas. Alors là. Non, c'est bon. Ah, OK. Alors, ça, c'était vraiment juste pour mettre la table. C'est un amuse-bouche. Donc, c'est dans 28 pays. Et regardez, au Québec, c'est quand même pas mal parce que par pays, c'est à peu près 1150 répondants. Au Québec, on en a 1000. Ça veut dire que vraiment, premièrement, on met l'effort sur le terrain. Pour nous, c'est très important. Mais ici, c'est pour montrer que les chiffres sont très représentatifs. Donc, vous voyez, vous avez une idée des pays. Ce qui est intéressant avec les pays, par exemple, c'est que lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, on a arrêté de faire le baromètre de confiance là-bas. Parce qu'on avait compris que ce n'est pas des chiffres qui allaient être vraiment représentatifs. La Chine aussi, pour nous, c'est un peu c'est délicat. On mesure la confiance en Chine essentiellement parce qu'on a des bureaux en Chine. On a un bureau à Hong Kong et on en a 3 en Chine. Mais évidemment, vous allez voir, c'est toujours des chiffres très, très, très élevés. Il n'y a pas le même genre de liberté en Chine pour s'exprimer, alors c'est pour ça. Alors ici, c'est pour vous montrer, ça c'est l'index global, alors mondial, donc pour voir où se situe à peu près le Canada par rapport aux autres pays. Je vous parlais de la Chine, regardez, la Chine est en haut. On est d'accord que c'est... OK, merci, vous avez compris, très bien. Alors, ce qui est intéressant avec le moment du sondage, c'est que c'était à la fin de l'année, donc la campagne présidentielle américaine, par exemple, avait déjà commencé. Au Canada, c'est l'époque où, surtout dans le ROC, Rest of Canada, on a découvert qu'il y avait cette espèce de entre guillemets, cartel des grands noms de l'épicerie, donc la confiance a vraiment été effritée. Jacques parlait des institutions qu'on mesure. Important pour moi de vous dire qu'en fait, on mesure 4 institutions. On mesure les médias, les gouvernements, les entreprises et les ONG. Donc, regardez, les entreprises demeurent quand même l'institution envers laquelle on a plus confiance. Je voulais vous dire aussi qu'il y a des diapositives en anglais, c'est pour que vous puissiez, c'est pour le Canada, et il y a des diapositives en français, c'est pour le Québec, pour que ce soit plus clair, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, regardez au Canada, on fait confiance aux entreprises, 55%. Le chiffre qui me brise le cœur, c'est les médias. 52, c'est pas beaucoup. Regardez les gouvernements, 50%. Ça veut dire que vous faites plus confiance à votre PDG que votre élu, pour qui vous avez peut-être voté. Ça, c'est quelque chose. Alors, souvent, quand je fais du consulting et je parle à des politiciens, puis ils me disent « Qu'est-ce que je dois faire ?» Je dis « Dire la vérité, même quand les nouvelles sont mauvaises. » Et c'est pour ça qu'on ne vous fait pas confiance aux élus. Mais ça, dans une démocratie... Ah, il y a une question, j'adore. Si vous faisiez la distinction oui. entre le politicien lui-même et la structure organisationnelle, oui. au moins il y a une oui, mais en même temps, l'élu, il est ambassadeur du gouvernement. Parce que quand on parle d'élus, ce sont vraiment les élus du gouvernement en place. C'est ça la question. Oui, c'est ça la question. Donc, le travail à faire, c'est que, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont mon âge ici, mais moi, il y a une campagne présidentielle qui m'avait beaucoup marqué, c'était celle de George Bush père, qui avait dit « Read my lips, no new taxes ». C'est impossible de ne pas avoir une augmentation de taxes. Alors, ça m'a tellement marqué que quand on a des campagnes municipales ici et que des candidats disent « on ne va pas augmenter vos taxes », c'est impossible de ne pas augmenter les taxes. Je n'arrive pas à croire que des élus disent encore ça. Et je n'arrive pas à croire que des citoyens continuent de croire ça. C'est impossible. On veut plus de services. Ben oui, mais comment on fait pour les financer? Il faut augmenter les taxes. Mais ça fait encore partie du discours quand même. Donc c'est incroyable. Alors, ça me réjouit. Pourquoi? Parce que ça a augmenté. Mais c'est encore trop bas. Donc ça, ce sont les chiffres du Québec. Vous voyez, les médias, dans le reste du Canada, c'était 50%. Dans les médias, c'est 61%. Nous, on essaie toujours de comprendre pourquoi. On a plusieurs théories. Il y a cette proximité avec les médias.
Et quand on dit média, ce n'est pas seulement la nouvelle. Alors, je vais vous donner un exemple qui illustre très bien notre relation avec la télévision, la radio, etc. C'est quand même exceptionnel que plus de 3 millions de Québécois regardent le Bye-Bye le 31 décembre. 3 millions, c'est énorme. Il n'y a aucune émission au Canada qui fédère autant de gens. Et là, vous pouvez me dire, oui, mais c'est 31 décembre, tout le monde est en vacances, peut-être, mais on le regarde et on en parle. Et il y a une influence et on le regarde encore. C'est exceptionnel au Québec d'avoir 2 émissions le dimanche qui fédèrent plus d'1 million de personnes. Il y a une émission à TVA et il y a une émission à Radio-Canada. Tout le monde en parle. Il n'y a aucune émission dans le reste du Canada qui fédère 1 million de personnes. Et nous, on fédère 2 millions de personnes chaque samedi soir, chaque dimanche soir. C'est exceptionnel. Alors, il y a cette proximité. Ce qui m'inquiète dans les médias aujourd'hui, c'est de voir la réduction des salles de nouvelles locales. Donc, je vous donne un exemple, CTV. CTV Montréal n'a plus de bulletin de 18 heures. Okay? Alors que la chef d'antenne, Mitsumi Takahashi, c'est une institution, c'est une icône. Les gens lui font confiance. Pourquoi? Parce qu'elle fait ça depuis 25 ans. Et là, on réduit ses heures. Pourquoi est-ce qu'on doit être inquiet lorsque les salles de nouvelles locales diminuent, sont plus petites? Parce qu'on a besoin de journalistes pour aller au conseil de ville quand il y a des élections. Parce qu'il y a beaucoup d'influence dans le local. Moi, je crois beaucoup dans la force du local pour influencer le national, pour influencer l'international. Mais on a besoin des médias. Pourquoi? Pour responsabiliser les élus, pour responsabiliser les citoyens aussi. Donc, quand on me demande des fois quelles sont les tendances que je surveille ça. Qu'est-ce qui va se passer à la nouvelle locale? La chance qu'on a ici, et là je vais parler de Montréal, c'est qu'on a des journaux qui font un super boulot. La presse, Journal de Montréal, vous n'avez pas à l'aimer ou pas l'aimer, mais ils ont des journalistes sur le terrain qui couvrent tous les enjeux. La Gazette, il faut surveiller le fait que la Gazette ait maintenant moins de journalistes, que ça soit plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est une autre perspective. Et quand on parle de diversité, et oui, je sais, c'est un mot qui maintenant est very loaded, c'est pas seulement diversité des communautés ethniques, non, c'est aussi des voix différentes, des origines différentes, et particulièrement lorsqu'on a un gouvernement qui s'attaque à la communauté anglophone, c'est encore plus important d'avoir ce journal-là. Et il faut le dire, le lectorat de la Gazette n'est pas seulement un lectorat anglophone. Il y a beaucoup de francophones qui le lisent et nous, on a besoin de cette perspective-là pour savoir, quand il y a des enjeux, comment est-ce que les citoyens anglophones se sentent. Alors, c'est ce que je surveille, de voir si cette tendance de réduction des salles de nouvelles locales va continuer. Oui, une question. Bien, premièrement, j'aimerais faire un shout-out à Urbania aussi, parce que des fois, je pense qu'il les publie aussi, il les republie de eux, la Gazette. Puis, je me demandais, je ne sais pas si c'est trop tôt dans la présentation pour demander si tu veux revenir à ça, est-ce que vous voyez une corrélation entre la grandeur d'un pays puis la confiance des gens en ce pays-là? Oui, et c'est pour ça que la nouvelle locale, j'y crois, justement, parce que effectivement, alors je vais vous donner un autre exemple, et j'adore la question parce que aux États-Unis, c'est plus grand. La nouvelle locale est encore plus importante. Mais voici ce qui se passe aux États-Unis. Il y a des conglomérats qui sont propriétaires de chaînes locales. Et depuis Trump, la fin de Trump 1.0, ce sont un des plus gros groupes propriétaires de stations locales et républicains. Il y a nothing wrong with that. Mais qui reprend un peu le discours du président et qui exige à ses chefs d'antenne. Alors aux États-Unis, il y a une espèce de tradition, c'est-à-dire où il y a un édito, une fois par semaine, par le DG ou l'ADG de la station locale. Eh bien, on leur impose un éditorial et ce sont les mêmes qui répètent. Vous êtes à Upstate New York, vous êtes au Massachusetts, vous êtes au Dakota. Les DG répètent exactement, mot pour mot, virgule pour virgule, le même éditorial. Et ce sont des éditoriaux qui reprennent l'agenda du président. Ça, c'est dangereux. Ça veut dire qu'on perd cette indépendance.
Et c'est dommage parce que la nouvelle locale a beaucoup d'influence. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Non seulement il faut le surveiller parce qu'évidemment, on le sait, on le voit, il y a une influence des États-Unis sur nous. On doit le surveiller pour s'assurer que ça n'arrive pas chez nous. Parce que quand vous regardez, et je ne veux pas entrer trop dans la politique, mais quand on regarde l'agenda de M. Poilievre, il y a beaucoup quand même de ressemblances. Donc, on doit surveiller ça. Ici, diapo que j'adore. Pourquoi? Parce que il y a une question, je vais venir après. Question que j'adore, pourquoi? Parce qu'on fait confiance à qui? Surtout les gens en sciences, les professeurs. J'adore ça. J'adore ça. On fait confiance aussi à nos voisins. Ça, ce chiffre, quand je l'ai vu, j'ai vraiment creusé pour mieux comprendre parce qu'il y a un clivage quand même. Il y a un clivage qui existe. L'année dernière, il y a une des données, c'était 40% des gens ne voulaient pas être voisins de quelqu'un qui ne votait pas comme eux. Alors, c'est pour ça que j'ai essayé de comprendre. Ça me rassure un peu qu'on ait ce chiffre. Et puis, citoyen de mon pays, mon PDG, ma PDG, les journalistes, regardez, pour moi, ça c'est beaucoup trop bas, les leaders gouvernementaux et les PDG en tant que collectif. Quelle est la différence entre mon PDG, ma PDG et les PDG collectifs? C'est que votre PDG, vous le voyez ou la voyez tout le temps. Vous lui faites confiance. Vous lisez la newsletter de votre bureau. Si votre entreprise a un balado, vous entendez votre PDG dessus. Alors que là, PDG, c'est le collectif. Pourquoi on n'aime pas le collectif? Ils font trop d'argent, c'est un cartel, etc. Je vais vous parler de l'influence des PDG. Et ça, pour moi, c'est un peu un cheval de bataille, de responsabiliser les PDG. Bonjour, vous pouvez entrer par là, il n'y a aucun problème. Sauf que tout le monde s'est présenté. Alors, vous appelez comment? Je m'appelle Clément, bonjour. Bonjour Clément, vous êtes en retard, mais vous pouvez entrer. Alors, je vais vous parler de l'influence et la responsabilité des PDG. Lors de la pandémie, si votre PDG vous disait « le vaccin, c'est une bonne idée », plus d'influence que quand le ministre Dubé vous l'a dit. C'est quelque chose. Alors, c'est pour ça que lorsqu'il y a des... Et on veut de plus en plus, ça c'est le baromètre qui nous le dit, que nos dirigeants se positionnent par rapport aux enjeux sociétaux. Et la vidéo que j'ai partagée à Jacques qui vous a envoyée, c'était ça. Mais ça vient avec des risques. Ça vient avec des complications. On se prononce sur quoi? Vous voulez entendre votre PDG sur quoi? Le 7 octobre, lorsqu'il y a eu, il y a 2 ans maintenant, lorsqu'il y a eu l'attaque en Israël, il y a des PDG qui se sont prononcés, mais en même temps, il y a des gens qui disaient, des employés ou bien dans les universités, des étudiants qui disaient « vous vous prononcez sur ça, vous ne vous êtes pas prononcé sur le Soudan, vous n'êtes pas prononcé sur Haïti, vous n'êtes pas prononcé sur... » Alors, comment choisir? Aujourd'hui, il y a eu un recul. Il y a plusieurs entreprises à l'université qui disent c'est vrai que les conflits internationaux, si on parle d'un, il faut parler des autres. Est-ce que vous avez parlé de l'invasion de l'Ukraine ou non? Donc, il y a ça. Il y a une question, j'arrive parce qu'il y en a une aussi là. Et ça, c'est très délicat. C'est très délicat pour les PDG parce que les PDG doivent être capables de sentir qu'est-ce qui est important pour nos consommateurs, qu'est-ce qui est important pour nos employés. Il y a des entreprises, par exemple, eux, l'enjeu sociétal numéro 1, c'est les changements climatiques, c'est l'urgence climatique. Alors, ils se prononcent sur ça, ils font des initiatives par rapport à ça, ils ne se prononcent pas sur le reste. Et en même temps, il y a quand même... Moi, il y a un exemple que je n'ai pas encore digéré. Lors de la dernière campagne électorale ici, il y a quand même un ministre de la CAQ qui a attaqué les immigrants avec plein de stéréotypes, avec des faits qui étaient faux. Donc, ce n'est pas des faits, en fait. Bonjour. Tout le monde se présente quand on arrive ici. Votre nom? Jenna. Jenna, bonjour. Oui. Juste mettre sur le micro. Oui, parfait. Et on a un ministre qui fait cette déclaration-là, qui dit que les immigrants ne travaillent pas, les immigrants ne veulent pas parler français. Et il n'y a pas un PDG, par exemple, de grands magasins de surface ou de grandes restaurations ou de grandes épiceries
qui a levé la main pour dire c'est pas vrai. Et nous, on sait que c'est pas vrai parce que sans les immigrants, nos restaurants ne fonctionnent pas, notre épicerie ne fonctionne pas, le Costco ne fonctionne pas. Pour moi, ça avait été une très, très grande déception. Et les consommateurs surveillent ce que les PDG font. Je donne cet exemple-là, pourquoi? Parce que ce ministre-là avait partagé des informations qui étaient fausses. Il y a des journalistes qui l'ont repris, qui ont dit c'est pas vrai, mais il y a des PDG auraient dû le faire aussi. Est-ce que vous pensez que si un PDG de grande épicerie aurait levé la main pour dire c'est pas vrai parce que nous, sans l'immigration, on roule pas, vous pensez qu'ils auraient perdu des clients? Ils n'auraient pas perdu des clients. Ils seraient allés chercher des clients. Donc là, il y a deux questions. Et là, je sens que j'entre trop en politique, alors je vais arrêter. Surtout que c'est enregistré. Je me demandais, quand on dit la confiance, est-ce que c'est la confiance qui vont faire la bonne chose ou est-ce que c'est la confiance qui vont faire ce que je m'attends qu'ils vont faire? Typiquement, si on prend des gens qui sont de différentes couleurs politiques que la mienne, par exemple, j'ai pas mal confiance qu'ils vont faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. C'est pas pour ça que j'ai confiance en la personne et que je voterai pour cette personne. Je ne sais pas si on fait cette nuance-là dans le... Mais quand on pose la question, est-ce que vous faites confiance à votre gouvernement, quel que soit le gouvernement pour lequel vous avez voté, disons au Québec ou au Canada, il y a certaines choses, vous dites pas, je pense que pour la santé, pour l'économie, même si je n'ai pas voté pour ce gouvernement-là, ils vont faire la bonne chose. Donc c'est un peu ça. Il y avait une question aussi ici. J'ai un micro. Ah, super. C'est super, hein? Ouais. Joël. Bonjour. Bonjour. Bon, je fais juste dire de où je viens pour que vous allez comprendre un peu mieux ma question. Je suis philosophe, en fait. Je suis conseillère stratégique et éthique maintenant, mais j'ai été pendant 17 ans professeur. Donc, je suis très contente de voir le taux de confiance des professeurs. Mais je veux vous témoigner d'une anecdote pour amener ma question. Une des dernières sessions que j'ai enseignées avant la pandémie, en fait, un étudiant m'a dit au début de la session, « Oui, mais vous êtes payé pour être ici. C'est le gouvernement qui vous engage. » Donc, puisque les idées mènent le monde, est-ce que la confiance ne serait pas plutôt, parce qu'on a de la difficulté à discerner le vrai de l'opinion en tant que tel, ce serait pas plutôt la confiance en l'opinion des gens? Puis ça viendrait aussi éclairer justement la confiance qu'on a dans nos PDG puis dans nos CIO, parce que s'ils n'ont pas la même opinion que nous, ou l'opinion justement qu'on s'attend qu'ils aient, c'est complètement différent de l'idée en fait en tant que telle. Voilà, c'est ma question. C'est très philosophique. Ben je sais. Je suis debout depuis 4h30. Je n'ai pas le... Bonjour. Monsieur, tout le monde se présente ici quand on arrive. Oui. Votre nom? Vincent. Oui, Vincent. Bonjour Vincent. Allez-y. J'ai pas la prétention de pouvoir répondre à cette question parce que c'est philosophique. Moi, je dirige une entreprise et je sais que... Je vais donner un exemple simple. Lundi, ce sont les élections. J'ai pas dit à mon équipe pour qui voter, mais je leur ai dit, vous devez aller voter. Et là, je leur ai dit pourquoi ils doivent aller voter. Pourquoi c'est important. Donc, je sais que ça a une influence. Mais je sais aussi que l'équipe ne s'attendait pas à ce que je leur dise pour qui aller voter. Donc voilà. Bonjour. Donc oui, mais par contre, je vais y penser. C'est sûr que je vais y penser. On se prépare, oui. Alors ici, on en a parlé, ça sont les chiffres du Québec. Je suis encore plus heureuse parce que 82% pour les scientifiques, 76% pour les enseignants. Pourquoi est-ce qu'il faut continuer de surveiller ce chiffre-là? Parce que ça, c'est le groupe attaqué aux États-Unis présentement. J'aime beaucoup l'initiative des universités ici, depuis, qui disent, nous, venez chez nous. Vous ne pouvez plus enseigner comme vous voulez enseigner aux États-Unis, venez chez nous. Il faut appuyer cette mesure-là. Alors, vous voyez, pour le reste des chiffres, encore, les élus, en dernière position. Citoyens de mon pays, ça me rassure aussi quand même si on a perdu 6 points. Quand on va arriver à 50%, là, ça va vraiment m'inquiéter. Et puis, on a pris 4 points de plus pour les journalistes. Ça aussi, ça me fait drôlement plaisir. Alors ici, voilà une diapositive qui me brise le cœur, c'est-à-dire que la génération, les plus jeunes,
il y a une perte d'optimisme. Et ça, c'est d'abord et avant tout à cause de l'anxiété économique. Alors, chez nous, on a un laboratoire Gen Z et on a un laboratoire qu'on appelle 55+. Donc, on regarde les chiffres, pour le laboratoire, le Longevity Lab, pardon, mais c'est pour les 55 et plus, il y a un optimisme. Et chez les jeunes, il n'y en a presque pas. Donc, il y a l'anxiété économique. Pourquoi? Parce que l'accès au logement est difficile, parce que la pandémie a encore un effet sur cette génération-là. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller. Regardez où on se trouve. On est ici, on est entre l'Irlande et la Suède. Donc moi, c'est quelque chose que je continue de surveiller parce que si, par exemple, je suis candidat, si je dirige une entreprise, ben, je dois réaliser que mes consommateurs de cet âge-là ne sont pas optimistes. Mes employés de cet âge-là ne sont pas optimistes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que pour moi, l'optimisme fait partie de la responsabilité des dirigeants. Même quand les nouvelles sont mauvaises, oui, il faut donner les mauvaises nouvelles, mais il faut dire aujourd'hui on fait des mises à pied, on fait une restructuration, mais c'est pour que ça aille mieux dans 6 mois ou dans 12 mois. C'est pas toujours difficile, c'est pas toujours facile, mais on a cette responsabilité-là. Ici, je n'arrivais pas à croire cette diapositive, ok? 7 jeunes adultes sur 10 au Canada voient le militantisme hostile comme une force correcte. Alors, c'est quoi le militantisme hostile? Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques mois aux États-Unis, à New York, Midtown, 7h30 du matin, il y a un PDG de grande compagnie qui s'est fait assassiner en plein jour et le présumé tueur est vu comme un héros. Quelque chose. Comme un héros. Il s'appelle Luigi Mangione. J'ai vu à Montréal un graffiti qui était écrit Free Luigi. Ça veut dire que même ici, on est sympathisant. Ça, pour moi, c'est extrêmement grave. Il y a d'autres moyens si on veut, si on veut manifester. Mais 7 sur 10, c'est énorme. C'est très violent. Donc ça, il faut le surveiller aussi. Le sentiment d'injustice nécessite que nous, en tant qu'entreprise, on en fasse plus. On doit en faire plus sur quoi? Sur le coût de la vie, le recyclage professionnel, ça c'est extrêmement important. Pour les entreprises, je parlais de mise à pied, il faut être aussi, je parlais d'optimisme, l'espoir, il faut être capable de dire à ses employés, oui, l'intelligence artificielle arrive, mais nous, on va vous aider à naviguer à travers ça. Vous n'allez pas perdre votre emploi à cause de l'intelligence artificielle, vous allez faire votre emploi mieux, différemment, plus rapidement. Je vous donne un exemple. Non? Vous n'êtes pas d'accord? C'est parce que communiquer en entreprise. C'est quoi? J'arrive. Je travaille dans la tech et nous, ce qu'on entend dans la tech, c'est... Puis on va prendre l'exemple de... Je crois que c'est Shopify. Si tu ne pourras embaucher des gens que si l'IA ne peut pas faire la job et que tu peux le prouver. Donc on est sur le message complètement inverse. T'es remplaçable par de l'IA. Et ça, c'est quotidien. Quotidien. Shopify et puis Tous les grands? Ça, je ne savais pas. Oui, ça, c'est grave. Je vous parlais du changement climatique tout à l'heure. C'est encore très important. Par exemple, la génération Z, c'est ça le plus important pour eux. L'éco-anxiété, elle est réelle. Donc, si vous êtes employé, vous êtes élu et vous voulez continuer cet engagement avec cette génération, vos plans par rapport au changement climatique doivent être réels, vos initiatives doivent être réelles, vos objectifs aussi, sinon vous allez les perdre. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ça. La désinformation, ici au Québec particulièrement, on est très sensible à ça, la désinformation, ce qui me rassure. On a toujours l'impression que cette polarisation existe, surtout aux États-Unis. Elle existe ici, les chiffres sont les mêmes. Il y a autant de clivage ici qu'aux États-Unis. La dernière campagne fédérale, vous vous rappelez à un moment, l'ancien Premier ministre Trudeau sortait du bus de campagne. Il y a quand même des gens qui lui ont lancé des roches au Canada. Alors, ça existe aussi chez nous. Et là, je voulais quand même vous parler. Je parle beaucoup de responsabilité des entreprises. C'est très difficile aujourd'hui avec ce qui se passe aux États-Unis pour les entreprises. C'est
difficile pour les entreprises de prendre position. Pourquoi? Parce qu'il y a des décrets présidentiels qui sont difficiles. Il y a des entreprises qui ont comme client le gouvernement, donc qui doivent s'adapter. Il y a des entreprises qui ont enlevé de toute leur mission statement et tout ce qui était inclusion, diversité. Pourquoi? Parce que le gouvernement, c'est leur client. Alors, c'est ou bien ils font pas ça, ou bien ils perdent des contrats. Perdre des contrats, ça veut dire mise à pied, etc. Mais il y a quand même des valeurs de base. C'est-à-dire que nous, on dépense notre argent avec des entreprises qui nous ressemblent de plus en plus. Surtout au Canada, vous le voyez depuis ce qui se passe, avec cet élan de nationalisme, cet élan, maintenant, on a vraiment ce souci. Est-ce que c'est québécois, est-ce que j'achète, est-ce que c'est canadien, est-ce que c'est américain, est-ce que c'est mexicain? On a ce souci-là, qui a toujours existé, mais qui est amplifié maintenant. Les valeurs d'une marque, c'est extrêmement important. Ce qui m'inquiète et ce qui me surprend beaucoup avec ce que je vois aux États-Unis, avec ces universités, par exemple, qui ont décidé de capituler, c'est qu'ils oublient que ce président-là, il peut dire ce qu'il veut, il ne sera pas là dans 3 ans. Okay? Et entre-temps, la confiance est effritée. Parce que les étudiants, les parents d'étudiants qui paient 60 000 $ par année, okay, aux États-Unis, et qui voient une université capituler à ce président, qui menace la science des professeurs, la confiance, elle est effritée. Alors, bonne chance à eux dans 3 ans, mais ça, Jacques, tu me réinviteras dans 3 ans, on fera une analyse. Mais il y a quand même des entreprises comme Dove qui a eu un moment un peu plus difficile il y a quelques années. Il y avait eu des controverses parce que justement on trouvait qu'il manquait d'inclusion et tout ça. Qui s'est repositionné, qui a pris un recul. Qui sommes-nous, mais surtout qui sont nos consommateurs. C'est une compagnie très sensible, toute transparence. Dove est mon client, donc je connais le travail qui est fait à l'interne. Et avant qu'on prenne les questions, je vous laisse avec un exemple. C'est une campagne sur laquelle nous avons travaillé. Je dis nous. Moi, j'ai rien fait. C'est l'équipe créative qui est extraordinaire chez nous. Et en fait, la vidéo dit tout. Et je vous laisse avec ça. Did embracing going gray cost this TV anchor her job? Was this popular anchor fired because she let her hair go gray? Lisa LaFlemme was the face of Canada's most watched nightly news show. Her dismissal may have been tied to her decision to stop dyeing her hair during the pandemic. Huge screw up by whoever made that decision. Men are allowed to go gray, but when it comes to women, they're not allowed to go gray. Her dismissal sparking a public backlash with allegations of age and gender discrimination. To feel that you may lose a job because of the way you look. What happened to her is terrible. Dove has changed its iconic logo from gold to gray. Dove Canada is addressing the issue of ageism and sexism in the workplace by encouraging women to keep the gray. As part of this campaign, Dove Canada is donating $100,000 to Catalyst, a nonprofit working to advance women in the workplace. Join me by going gray in your Instagram profile, your LinkedIn profile, your Twitter profile. There has been so much public support. Dove Canada urging women to keep the gray. And Sports Illustrated also showed their support. And now Wendy's has followed suit. Dozens of prominent Canadians published an open letter calling to make things right. There is a double standard. So many women are saying, enough is enough. Men go gray all the time. When you have Dove, a massive company coming up and saying, oh no, this is not okay, it's not going away anytime soon. J'aime beaucoup cette campagne. Premièrement, l'équipe a fait ça en 3 jours ouvrables. Entre le congédiement de Lisa LaFlemme et ça, c'était 3 jours ouvrables. Incroyable. C'est un rappel de l'influence des entreprises qui a réussi à changer une législation quand même. Mais l'influence des entreprises, c'est à cause de notre influence.
nous en tant que consommateurs. Alors, je vous laisse avec ça. Si vous avez des questions, je vais les prendre. Sinon, Jacques, je pense que tu reprends la parole. Ah, il y a une question ici.